Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Ainsi parlait Wilfrid Léon-Gbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, vendredi dernier, lors d'une rencontre avec la presse, en évoquant la polémique autour de la disparition prochaine, sinon le déplacement du marché international de Dantokba. Les uns soutiennent que l'effacement de ce qui serait un patrimoine matériel à conserver serait un crime de lèse-majesté. Les autres s'appuient sur les contours mystiques ou mystérieux de ce marché qui draine au quotidien des milliers d'usagers. D'autres encore craignent que le monde se trouvant sur cette plateforme marchande d'envergure ne puisse être convenablement recasé dans les nouveaux marchés. Dans cette dynamique, le gouvernement a planifié depuis 4 ans les actions à mener pour que la délocalisation se fasse sans grincement de dents et sans aucun dégât. Il faut lire dans l'action du gouvernement le souci de cohérence, mais aussi de transparence. Ça fait 5 ans au moins, précisément depuis 2018, que l'idée a été mise sur la table de ce que le marché d'Antokba devra être déplacé. Et dans cette perspective, les travaux de réalisation des marchés modernes urbains ont commencé, et du marché de gros à Calami, sans oublier la galerie marchande, donc le mall du stade général Mathieu Kérékou. En 2018, quand le chef de l'État a rencontré nos mamans, nos sœurs, nos femmes qui vendent dans le marché, il leur a expliqué qu'on ne les déplacerait pas avant d'avoir construit les nouveaux marchés. Et je crois que ce jour-là, la pédagogie a été telle que toutes les mamans, toutes les femmes qui étaient là, qui ont pris part à la séance, ont compris la pertinence de ce que le chef de l'État expliquait et la nécessité donc aujourd'hui, en 2024, de déplacer ce marché. Vous savez, quand il y a eu des incendies dans ce marché, au regard de la façon dont il est construit, il est pratiquement impossible d'intervenir à temps pour empêcher cela. Et donc, les marchés modernes que nous faisons, avec toutes les commodités, avec les systèmes anti-incendie, c'est aussi et surtout pour mettre nos mamans à l'abri de ces situations qui pourraient advenir, préserver leur fonds de commerce avec le vent de modernité qui souffle sur notre pays et en particulier sur Cotonou. Regardez, on a ouvert pour l'instant qu'un seul marché. Mais je vois les commentaires que vous, des médias, vous faites, que les populations en général font quant à la qualité de cette infrastructure et à l'envie qu'il est presque partout dans le pays de l'avoir aussi. Donc, dans la dynamique de cette modernisation croissante, laisser Dantokba là où il est en l'état ferait une grosse tâche. Dire qu'on va le reconstruire à l'identique sur une même superficie après avoir fait tous les nouveaux marchés qu'on fait et le marché de gros, il y aurait un problème de cohérence et de logique qui se poserait. Et donc, pour toutes ces raisons, la perspective c'est que oui, comme cela a été annoncé, le marché d'Antokba devrait être déplacé. Ce changement d'emplacement est d'autant nécessaire que les différents chantiers ouverts par le gouvernement ainsi que les réalisations déjà faites donnent un visage plus agréable à la ville de Cotonou. Le report, il date maintenant. Et ici, il y a lieu de l'actualiser, de le moderniser. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, on a noté des alertes. Je crois dans les années 2014, il y a eu quelques alertes, mais les techniciens avaient rassuré de ce qu'il pouvait encore tenir. Il pouvait tenir, il peut tenir, d'accord. Mais nous sommes le Bénin de 2024 qui a commencé à faire les choses avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'ouverture sur les perspectives. La dynamique que vous avez de requalification générale de Cotonou commande aussi que l'on puisse traiter ce pan, notamment avec la corniche que vous avez évoquée. Donc, les travaux vont consister à reprendre totalement le vieux pont, on aura un nouveau, à reconfigurer le carrefour après le pont pour desservir la corniche et le café. Donc, on va faire un grand giratoire dans les environs, mais ça va nécessiter aussi, et c'est déjà fait, d'exproprier 3 ou 4 propriétaires autour, les propriétaires des immeubles qui sont là,
et les négociations ont déjà eu lieu entre eux et le gouvernement qui sont d'accord. Leurs bâtiments ont été évalués et les montants retenus par les experts leur seront payés. Et donc, on va nettoyer cette zone pour créer vraiment les conditions d'une circulation aisée, optimale, autour de la corniche, mais plus généralement encore vers le carrefour La Roche-Caston, le carrefour d'Aigle, on dit, plus le carrefour Sobebra. De sorte qu'à l'arrivée, depuis Sobebra jusqu'au pont, les deux, on va requalifier la zone pour qu'elle soit plus conforme à nos exigences et à nos envies de modernité aujourd'hui, qu'elle rentre dans les standards de ce que nous avons commencé à faire, étant entendu que l'éclairage public ne sera pas absent de ce projet de requalification de cette zone. Les travaux, c'est 24 mois. À partir du moment où on a pris la décision, vous pouvez être sûr que les discussions préalables ont déjà eu lieu, puisque les entreprises qui vont exécuter les travaux ont été retenues. Il va s'agir maintenant de formaliser la contractualisation. Et puis après cela, les travaux pourront commencer. Au terme donc de cette première tournée, nous notons que 2 communes sur 6 ont pu relever le défi comparativement à l'année dernière en affichant un niveau de mobilisation de ressources plus élevé qu'au terme du premier semestre 2023. Pour les autres communes, elles n'ont pas démérité, car les raisons qui sous-tendent les faibles performances se justifient par beaucoup plus des réformes qui ont ôté aux communes la mobilisation de certaines ressources, notamment les questions d'état civil, mais également les réformes intervenues sur la gestion des ADC. Nous laissons les communes traverser toutes seules des difficultés qui ne sont pas forcément corrigées en temps réel. Par la présente initiative, il s'agit semestriellement de rassembler non seulement les membres de l'administration communale, mais aussi les forces vives de chaque commune pour attendre d'eux leur regard sur la gouvernance de nos communes, mais surtout leur regard sur ce qui est fait en lien avec l'amélioration de leurs conditions de vie. Cela nous permet d'apprécier et d'orienter nos programmes d'assistance conseil, mais surtout les instructions vis-à-vis de nos communes pour intégrer les recommandations issues de la première tournée et apprécier leur mise en œuvre au cours du second semestre. Toutes choses donc qui donnent la chance à l'intérieur du même exercice budgétaire d'améliorer de façon sensible la gouvernance et bien entendu la mobilisation des ressources propres. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été distingués. Quand on vous conseille et vous écoutez le conseil, vous bénéficiez même plus que celui qui vous donne le conseil. C'est comme ça qu'il faut caricaturer la situation de notre pays par rapport au Hajj 2024. C'est vrai, nous avons eu assez de séances. Le premier vice-président y était pour le Hajj 2023, où ils ont fait des analyses par rapport aux écarts de Hajj 2023 et ils ont promis faire une performance pour le Hajj 2024. Donc, le COS, le comité d'organisation, l'Union islamique, les sociétés agréées ont tenu plusieurs séances pour qu'il n'y ait pas de dérapage, aussi bien pendant la période préparatoire que lors du déroulement du Hajj. Et c'est ce qui s'est bien passé. D'abord, au niveau de l'établissement des titres de voyage, tout s'est bien passé sous la bienveillance, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et également, au niveau des avions, au niveau des visas, tout s'est bien passé. Et la communication est allée en Arabie Saoudite. Et tout ce qu'ils ont proscrit, les attroupements, le transport des choses prohibées, les écarts dans les rites, les sociétés agréées ont eu un cahier de charges pour pouvoir faire respecter scrupuleusement les pèlerins.
Et Dieu merci, dès nos descentes, l'ambassadeur du Bénin, que je félicite au nom de tous les pèlerins, était là avec son équipe, accompagné de la représentante du chef de l'État. Donc à tous les vols, ils y étaient. Et ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Ils ont les oreilles à l'écoute de tous les pèlerins, si bien que tout s'est passé dans l'ordre et la discipline. Les gens ne sortent que quand on leur demande de sortir, et au niveau des hôtels, au niveau de Mina, au niveau de Arafat, il n'y a pas eu d'attroupement. Donc tout s'est passé très bien, de façon normale. Et par rapport au logement aussi, ils ont eu un bon logement qui a contenu tous les Béninois. Il y avait même des places, ils ont occupé d'autres pays. Vraiment, c'est une joie. Si ça pouvait continuer comme ça, on le souhaiterait pour les éditions à venir. Nous voudrons surtout attirer l'attention sur un acteur principal qu'on ne voit presque jamais, mais c'est d'abord à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que cette réforme a eu lieu, c'est le chef d'État lui-même. Il n'est pas présent, mais son nom plane sur toute la réforme et sur le site. Ses yeux sont là, et c'est à cause de ça que ce site tient. Et permettez que je puisse vraiment le remercier, le féliciter encore pour son leadership. Et il n'aime pas s'afficher, mais un peu comme vous le remarquez dans le pays, il est présent et de main de maître, il fait tout pour que chaque chose se trouve à sa place, pour que tout le monde se sente comme cela se doit et qu'on soit fier d'être béninois. Si le monde aujourd'hui nous décerne la seconde place, c'est parce qu'il y a un chef d'orchestre qui a voulu bien mettre les choses à leur place. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est très dur la rigueur, mais quand c'est couronné de succès, on remercie Dieu, on est fier d'avoir fait ce parcours. Je ne serai pas long, merci encore et que Allah nous accompagne pour que les années prochaines, le Hajj se passe dans de meilleures conditions. Environ la moitié des Nigérians sont connectés à un réseau électrique national incapable de fournir suffisamment d'électricité. Et dans les zones rurales, la situation est d'autant plus difficile puisque beaucoup ne sont pas connectés au réseau. À l'école Excellent Moral à Ibadan, le fondateur explique comment cette situation affecte l'apprentissage. Il n'y a jamais eu d'électricité ici. Nous avons fait des efforts rigoureux pour obtenir un transformateur et nous connecter au réseau national. Mais jusqu'à présent, nous y travaillons encore. Cela affecte tellement de choses ici, en particulier l'éducation. Car de nos jours, l'apprentissage va au-delà de l'écriture et de l'écoute des enseignements. L'éducation est devenue numérique. Et sans électricité, on ne peut rien faire. Les établissements scolaires nécessitent des générateurs alimentés à l'essence ou au diesel, mais avec la suppression des subventions pétrolières, les coûts du carburant ont augmenté. Notre principale préoccupation est cette école, nous ne voulons pas la perdre. Beaucoup de gens partent sous prétexte qu'il n'y a pas de lumière. J'ai des proches qui ont déménagé simplement pour cette raison. Et lorsqu'ils partent, nous perdons des élèves, car certains doivent partir avec leurs parents. Les coupures d'électricité affectent aussi l'éclairage et la ventilation des salles de classe, rendant l'environnement d'apprentissage difficile pour les élèves et les enseignants. Et Bounola Akinwale, propriétaire du café Nature Street, partage les mêmes défis. Elle craint pour l'avenir de son entreprise. Si rien ne change ou que la situation empire, je vais devoir changer ma façon de travailler. Je vais probablement me concentrer davantage sur la vente en ligne, peut-être fermer 1 ou 2 franchises et même acheter des vélos et faire plus de livraisons. Il va falloir repenser le modèle de cette entreprise pour réduire les coûts. Je ne fermerai pas le café car je suis très passionné par ce que je fais, mais je vais réduire ma dépendance à l'électricité. Dans un pays où le soleil abonde, l'énergie solaire offre un espoir, mais convaincre les investisseurs de financer des projets reste un défi.
Le Kenya est plongé dans une crise budgétaire après le retrait d'un projet de loi très controversé sur les finances. Mercredi dernier, le président William Ruto a abandonné les hausses d'impôts proposées après des manifestations meurtrières qui ont conduit à l'incendie du Parlement. En conséquence, le président a annoncé que le déficit budgétaire de près de 2,7 milliards de dollars sera financé par des emprunts. Le gouvernement devra donc emprunter près d'1 trillion de shillings, soit environ 7,6 milliards de dollars pour couvrir ses dépenses. William Ruto a également annoncé des mesures qui affecteront les dépenses publiques, y compris celles des enseignants et des services de santé. Malgré le retrait du projet de loi, la colère persiste au Kenya. De nouvelles manifestations sont prévues cette semaine avec des appels à la démission du président et des accusations de brutalité policière. Selon un bilan publié samedi par l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont été tuées dans les manifestations de mercredi dernier. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat. L'homme de 67 ans a obtenu 56,1% des voix selon les résultats proclamés lundi par la Commission électorale indépendante de Mauritanie. Son principal opposant Biram Da Abeid a obtenu 22,1% des voix. Le militant anti-esclavagiste avait rejeté les résultats partiels annoncés dimanche en les qualifiant de frauduleux. Après avoir positionné la Mauritanie comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'État et la violence, Mohamed Ould Ghazouani a promis d'assurer la sécurité et la croissance économique du pays. Le taux de participation annoncé par la Commission est de 55% des 2 millions d'électeurs inscrits. Ces résultats sont à présent soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle mauritanienne. Selon les observateurs, le scrutin de samedi s'est déroulé dans le calme. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formé son gouvernement de coalition après des élections marquées par une perte de majorité historique pour son parti, l'ANC. Le nouveau cabinet, avec John Steenhuisen, ancien leader de l'opposition comme ministre de l'Agriculture, est composé de membres de plusieurs partis, reflétant une diversité accrue. Cependant, le gouvernement doit faire face à de lourds défis, relancer une économie en difficulté, préparer des infrastructures en déclin et améliorer les services publics. Les défis sont donc nombreux, il faut aussi remédier à des problèmes de longue date comme les pannes d'électricité et un système de santé défaillant tout en s'attaquant au taux de chômage élevé. Pour les analystes, les divergences idéologiques pourraient freiner la mise en œuvre des réformes nécessaires. Notons que les questions cruciales comme l'émancipation économique des Noirs et les réformes agricoles restent des points de discorde. Alors que l'Afrique du Sud entre dans cette nouvelle ère politique, le gouvernement devra prouver sa capacité à collaborer pour répondre aux attentes des Sud-Africains. L'Égypte a accueilli une conférence de presse visant à attirer des investissements de l'Union européenne. À l'occasion de cette assemblée, la présidente de la Commission européenne a annoncé la signature de contrats entre les entreprises européennes et égyptiennes d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros. Cette annonce fait suite à un programme de financement de l'Union européenne de 7,4 milliards d'euros, alors que l'Égypte tente de contenir les retombées des conflits internationaux. Les responsables européens affirment vouloir aider l'Égypte à devenir plus résistante en stimulant les investissements et le secteur privé après que des chocs répétés, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et le Covid-19, ont révélé des faiblesses économiques du pays. Pour le président égyptien, cette conférence arrive à un moment critique compte tenu des crises internationales et régionales successives qui, selon lui, nécessitent une coordination entre l'Europe et l'Égypte. L'Érythréen Binyam Girmay est devenu le premier coureur noir africain à remporter une étape du Tour de France. Lundi, le cycliste de l'équipe d'Intermarché aux Antilles a terminé en tête du sprint final de la 3e étape de la compétition.
Le coureur de 24 ans a terminé juste devant Fernando Gaviria et Arnaud Dely en 5h26 minutes 48 secondes. En pleine ascension depuis quelques années, Guirmé était déjà entré dans l'histoire en Italie il y a 2 ans lorsqu'il remportait une étape du Giro d'Italia, devenant ainsi le premier Africain noir à remporter une victoire dans un grand tour, terme qui englobe les 3 principales courses de 3 semaines, le Giro, le Tour et la Vuelta espagnole. Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France ont propulsé le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, plus près du pouvoir que jamais. Une montée en puissance qui alarme non seulement les forces politiques de gauche, mais aussi d'autres acteurs politiques. On appelle vraiment à tous les Français et Françaises à cette responsabilité démocratique qui est de prendre soin de notre démocratie qui va si mal. Nous sommes face à une trumpisation de la démocratie française et aujourd'hui, là je rentre avec la responsabilité de redonner du sens commun. Pour ces élus, les divergences avec l'extrême droite sont profondes. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, exprime ses craintes concernant cette trajectoire politique. En fait, c'est un choix de société. Vous avez d'un côté ceux qui prônent des ruptures avec notre Constitution, même la préférence nationale, le droit du sol, qui ont des logiques contraires pour les droits des femmes, par exemple. C'est important la question des droits des femmes. J'ai peur, moi, de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. J'ai peur aussi de voir des gens qui sont dans le déni total du défi climatique arriver au pouvoir. Ces inquiétudes sont partagées par de nombreux élus et citoyens. Olivier Faure, chef du Parti socialiste, met en garde contre les répercussions internationales d'un gouvernement d'extrême droite en France. C'est un signal terrible dans le ciel d'Europe et ce serait même des conséquences terribles dans le ciel mondial. Imaginez l'image de la France, ce pays qui est le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, qui d'un seul coup deviendrait un pays d'extrême droite parmi d'autres. Le 7 juillet, date du second tour des élections, aura de toute évidence des répercussions significatives pour la France et son rôle sur la scène internationale. Après 7 mois passés en prison, le directeur de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, Mohamed Abou Selmiya, est aujourd'hui un homme libre et heureux. Lui et des dizaines d'autres prisonniers palestiniens ont été libérés ce 1er juillet par Israël. C'est un jour heureux car nous avons été libérés par Israël. Nous sommes environ 50 détenus à avoir été libérés aujourd'hui. Nous et un groupe de collègues travaillant au ministère de la Santé, nous avons laissé derrière nous de nombreux détenus qui ont été maltraités et qui ont subi des tortures physiques et psychologiques qu'aucun prisonnier palestinien n'avait subi depuis la catastrophe de 1948. Les forces israéliennes avaient arrêté le directeur de l'hôpital en novembre. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux à des fins militaires, ce qu'il dément. La libération de certains détenus sans inculpation ni procès a soulevé de nouvelles questions sur les allégations d'Israël concernant l'hôpital Al-Shifa que ses forces ont perquisitionné à 2 reprises depuis le début de la guerre.